Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser au goût. En effet, une revue de littérature passionnante rédigée par Josephine Egan, une chercheuse de Baltimore, publiée il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine, nous apprend énormément de choses sur le goût. Le sens du goût est procuré par nos récepteurs gustatifs qui sont activés par des molécules présentes un peu partout que l'on appelle les composés sapides. Dans l'état actuel des connaissances, les récepteurs gustatifs sont capables d'identifier 5 saveurs dans les composés sapides. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. L'umami qui vient du japonais umami qui signifie savoureux, c'est le goût de bouillon, de viande cuite qui provient de l'acide aminé glutamate. Et c'est pour cela que l'addition de glutamate monosodique est largement utilisée dans l'industrie alimentaire comme un exhausteur de goût. Il y a donc 5 saveurs primaires, mais il y aurait même des récepteurs capables d'analyser une 6e saveur, le gras. Et puis ces saveurs primaires sont associées à d'autres stimulus sensoriels, comme la sécheresse, le piquant, la texture, la température et bien sûr l'odorat. Et ce sont l'ensemble de ces signaux qui sont intégrés dans notre cerveau pour nous donner la perception de ce qu'on ingère et pour déclencher l'appétit ou au contraire l'aversion. Mais revenons aux récepteurs gustatifs. Ils sont associés entre eux au sein d'entités que l'on appelle des bourgeons gustatifs, présents dans la cavité orale et en particulier sur la langue au sein des papilles gustatives. Une fausse information consiste à croire que la répartition de ces récepteurs dans les papilles serait organisée et que l'on aurait une capacité différente à ressentir l'amer ou le sucré sur différentes parties de la langue, l'acide sur la pointe, l'amer sur le dessus. Mais en fait, cela a été contredit par plusieurs études qui montrent que l'on retrouve tous les types de récepteurs au sein des papilles gustatives. En revanche, il y a bien sûr des zones plus denses en papilles, donc plus à même de ressentir le goût. Et puis surtout, il y a de grandes variations de quantité de papilles entre les individus. Certains en sont particulièrement dotés, d'autres particulièrement pauvres, et malgré tous leurs efforts, ils auront bien du mal à distinguer le millésime d'un vin, et vous pouvez sans hésiter, lorsque vous les invitez, leur servir un pot de côte plutôt qu'un exceptionnel Chambol Musigny de 2005. Ainsi, la perception du goût repose davantage sur la spécificité de nos récepteurs et sur la façon dont notre cerveau intègre le signal que sur les qualités intrinsèques des composés sapides. L'aspartame, par exemple, il a un pouvoir sucrant chez l'homme, mais n'a aucun effet chez la souris qui ne possède pas le bon récepteur pour décoder ce goût. Et il existe non seulement des variations individuelles de nos récepteurs, mais aussi des variations dans les zones du cerveau stimulées par ces récepteurs, qui font que l'aversion ou le plaisir déclenché par l'ingestion de certains composés sapides est en partie défini par notre génétique. En 2016, une étude lyonnaise avait montré sur les IRM cérébrales de personnes ayant une aversion pour le fromage que l'activation de leur cortex était totalement différente. De même, les linalols et les aldéhydes présents dans la coriandre vont être hyper détectés par certains qui vont avoir l'impression d'ingérer du savon en raison de la présence de ces substances sapides et des substances olfactives communes entre coriandre et détergent. Ces variations font l'objet de nombreuses études pour essayer de comprendre comment notre génétique de récepteurs gustatifs peut conditionner notre comportement et pourrait par exemple être responsable de pathologies comme le diabète ou l'obésité liées à une façon différente de stimuler les zones de récompense de notre cortex cérébral. Et puis j'ai appris à la lecture de cet article qu'il existait des récepteurs du goût en dehors de la cavité buccale. On en retrouve dans les intestins par exemple, mais aussi dans le cerveau, la vessie, le pancréas, le squelette, la graisse ou les testicules. On en trouve même sur les cellules immunitaires. On les appelle les récepteurs gustatifs extra-oraux. Un travail par des équipes américaines de Philadelphie et du Mont Sinai de New York, publié l'an dernier dans PNAS, avait montré que les testicules étaient très riches en certains récepteurs gustatifs extra-oraux et que de nombreuses molécules étaient capables de les activer. Par exemple, les lactysols présents dans les médicaments utilisés pour faire baisser le cholestérol ou des molécules apparentées retrouvées dans certains herbicides étaient capables d'inhiber ces récepteurs extra-oraux du goût. Ce qui amenait les auteurs de l'article à suggérer que peut-être l'inhibition de ces récepteurs gustatifs extra-oraux jouait un rôle dans des troubles de la fertilité. Les récepteurs du goût seraient donc non seulement capables d'interagir dans la cavité buccale pour nous permettre de décoder les substances ingérées, mais semblent aussi à l'origine des interactions entre des substances environnementales ingérées et des effets secondaires sur notre corps. Jamais l'expression « on est ce que l'on mange » n'aura été aussi vraie. Je vous remercie de votre écoute et messieurs, si vous êtes en train de déjeuner, dites-vous que peut-être que dans quelques minutes, le brocoli de votre assiette stimulera vos testicules. Bonne journée sur RCJ.